Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché de l'immobilier avec un focus sur le business de la location d'appartements meublés, une activité en plein boom en Côte d'Ivoire et sur l'ensemble du continent. Une dynamique alimentée, vous allez le voir, par des particuliers mais également par les professionnels du secteur. Au sommaire ce soir, enquête sur la location d'appartements meublés, visiteurs de passage, diaspora venus se ressourcer au pays, séjour d'affaires. Ils sont de plus en plus nombreux à faire le choix d'un appartement ou d'une maison plutôt que celui d'une chambre d'hôtel. Une tendance qui n'a pas échappé aux particuliers et aux promoteurs qui redoublent d'efforts pour capter cette clientèle. Puis, dans notre second reportage, nous découvrirons une ville qui attise de nombreuses convoitises quand il s'agit de parler d'immobilier, Jacquesville. Pendant longtemps, cette petite station balnéaire est restée enclavée. Aujourd'hui, particuliers et promoteurs s'y bousculent pour y dénicher de bonnes affaires. Vous connaissez sans doute Airbnb, la célèbre plateforme américaine de location de courte durée a réalisé 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, dont 1,9 milliard de bénéfices nets. En Côte d'Ivoire, il est bien sûr possible de passer par cette plateforme pour louer un appartement meublé, mais pas seulement. De nombreux acteurs surfent sur ce business, qu'ils soient propriétaires d'appartements, promoteurs ou encore locataires. Le business de la location d'appartements meublés, un reportage signé Yannick Effoumi, Ghislaine Mendonça et Roman Émilie Kofi. Plateau, avenue Lamblin, il est 11h. Un client vient de libérer cet appartement meublé. Elodie, la propriétaire, s'assure que le ménage est bien fait. C'est bien en bas. Il ne faudrait pas qu'on voie de poussière, les moutons de poussière là. Voilà. Ce matin, oui, on a un client qui est parti. Les clients, ils partent à 11h généralement. Et puis bon, là, du coup, il faut enchaîner, il faut faire le ménage parce qu'il y a d'autres personnes qui reviennent. Voilà. Et le ménage, moi, je ne prends pas d'agence qui fait le ménage. J'ai mes employés qui font le ménage. Donc, Kofi est le responsable des personnes qui font le ménage ici. Et généralement, c'est quoi la fourchette de salaire pour les personnes qui font le ménage varie entre 100 et 200 000. Le ménage, une charge parmi tant d'autres dans ce business de location d'appartements meublés. En plus de ça, il y a l'électricité et ça varie. Le coût de l'électricité varie en fonction des périodes. Après, il faut changer les draps, serviettes et tout ça. Tous les 6 mois, en tout cas, nous, on change. En dehors de ces charges récurrentes, Elodie a dû dépenser environ 50 millions de francs CFA pour l'aménagement des 4 appartements qu'elle possède dans cette commune du plateau. Séjour, chambre, très grande chambre aussi, avec salle d'eau, cuisine. Très simple. Une cuisine aménagée par mes artisans. Ce n'est pas une cuisine importée, on a tout fait sur place. C'est un investissement qui demande beaucoup. Pour cet appartement-là, je suis, rien que pour la décoration, tout ce qui était petits travaux, je suis à 12 millions. Une fois l'aménagement fait, Elodie a fixé les tarifs en fonction de la localisation et du standing. Un studio qu'elle loue pour la nuitée à 40 000 francs CFA, 2 apparts de 2 pièces autour de 60 000 francs CFA et un appart de 3 pièces à 120 000 francs CFA. Dès qu'on a fini de décorer, dès que le logement était prêt, après les photos, j'ai tout mis sur Airbnb et Booking aussi. Et puis du coup, ça roule seul. Voilà, les voyageurs passent par Airbnb pour booker le logement en fait. Elodie semble avoir fait un bon investissement. 1 an seulement après s'être lancée dans ce business, ses revenus sont plutôt satisfaisants. Pour les périodes ordinaires, je suis aux alentours de 4 millions, 5 millions. Voilà pour l'ensemble des appartements que j'ai. Voilà, pas pour celui-là seulement. Il n'y a pas si longtemps, les appartements meublés étaient mal perçus en Côte d'Ivoire du fait des risques d'insécurité et de leur utilisation détournée au regard des mœurs. Mais depuis quelques années, le secteur connaît un bond à la fois qualitatif et quantitatif.
Les acteurs se professionnalisent de plus en plus et se distinguent par catégorie. Les propriétaires d'appartements, les gestionnaires et les locataires qui sous-louent. Tous ont flairé l'opportunité de ce business. Le défi est de maintenir un taux d'occupation constant en vue d'une rentabilité stable et pérenne. Et chacun y va de sa stratégie. Confort, déco, plateforme de promotion en ligne et réseaux sociaux, tout y passe. Immersion dans un business en plein essor, celui de la location d'appartements meublés. Certains propriétaires d'appartements meublés préfèrent gérer eux-mêmes leurs biens. D'autres, par contre, trouvent moins contraignant de confier cette gestion à des spécialistes comme Kan Kanga. Situé en zone 4 à la rue Pierre et Marie Curie, l'agence SOA Concept qu'il dirige est spécialisée dans la gestion d'appartements meublés. Aujourd'hui, on a une dizaine de propriétaires dont on s'occupe de la gestion. Voilà, ça peut être des personnes physiques, ça peut être des sociétés comme des SCI familiales. Voilà. On va dire un quart de ces propriétaires sont à l'étranger et puis le reste sont des locaux, voilà, mais qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Puis après, les profils sont très divers. Hein. Vous avez des personnes qui sont retraitées et qui ont voilà, ce petit investissement. Vous avez des jeunes couples aussi qui ont une activité annexe. Enfin, c'est assez divers. Direction un nouvel appartement meublé pour Cannes, tout juste aménagé. Il a été sollicité par un propriétaire pour évaluer le bien. Ben là où on va, c'est un appartement meublé qu'une propriétaire nous confie en gestion et ça va être notre toute dernière gestion. Donc, bon, je m'attends à quelque chose de très bien parce que j'avais déjà vu en fait avant travaux, pendant les travaux et puis aussi un peu dans l'aménagement. Simplement, là maintenant, je crois que c'est quasi fini, donc c'est la première fois que je vais voir le produit fini. 2 plateaux, les vallons. Une fois sur les lieux, Cannes découvre un appartement de 3 pièces avec jardin privé, entièrement aménagé et prêt à être habité. Bonjour monsieur. Ok, vous avez bientôt fini là? Ok, donc là tu mets quoi, des plantes grimpantes, c'est ça? C'est ça. C'est quoi, c'est du maracuja? Alors, C'est de la vigne? oui, c'est une sorte de vigne. Ouais. Le but, c'est de pouvoir faire un abri végétal. Ouais. Donc, les lianes vont s'accrocher et au fur et à mesure... Ça va faire un toit de verdure. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai rien à dire. Là, typiquement, là, c'est fait parfaitement, en fait. Ce qui est vraiment de bien, c'est qu'il y a un thème. L'appartement s'appelle La Petite Librairie. Bon, on comprend tout de suite pourquoi. Il y a des livres partout. Il y en a dès l'entrée, il y en a dans les toilettes visiteurs. Il y en a dans le séjour. C'est super cosy, c'est chaleureux, c'est meublé avec goût. Ça a de l'âme en fait, on se sent comme à la maison. La tarification d'un appartement meublé se fait en fonction de la zone, du standing, du nombre de pièces, des commodités et des services de conciergerie. De mon appréciation pour la zone, on est dans les vallons, pour le standing de l'appartement, la manière dont il est meublé, les commodités, je pense que ça devrait osciller autour de 75 à 80 000 francs la nuitée en court terme. Je pense que en termes de loyer par mois, en long terme, on devrait être autour des 1,4 million, voilà, toutes charges comprises. Une fois l'évaluation du bien faite, le gestionnaire peut à présent assurer sa part du contrat. Il se rémunère vis-à-vis des propriétaires à travers des honoraires de gestion équivalents à 15% du loyer. Là, on se trouve dans un appartement où il y a un contrat de gestion qui a été signé. Donc, c'est un an, puis par recondition tacite, en fait. Tant que le propriétaire est satisfait de la gestion, ben ça continue, en fait. Après, tous les trimestres, en fait, on envoie aux propriétaires des rapports de gestion trimestriels où ils vont voir un peu l'activité.
tous les revenus qu'il y a eu, toutes les dépenses qu'on a eu à faire, et puis on va reverser le solde aux propriétaires. Lorsque Cannes se lançait dans cette activité en 2022, le marché de la gestion locative était encore à ses balbutiements. Les demandes de location d'appartements représentaient moins de 10% et aujourd'hui, elles peuvent représenter entre 20 et 25%. À Abidjan, la société Innov Immobilier, située à Koumassi, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, est leader dans ce domaine. Propriétaire d'une centaine d'appartements meublés, Innov Immobilier gère pour une quinzaine d'investisseurs une trentaine de biens avec plus de 2000 clients en moyenne par an. Comme tous les matins, Jennifer Blasi, directrice du pôle immobilier de la société, consulte les réservations d'appartements meublés sur Africa Booking, la plateforme en ligne propre à la dite société. On a décidé de créer cette plateforme-là, qui s'appelle Africa Booking, pour diverses raisons. La première raison est une question économique. Voilà, l'actuelle plateforme, elle facture à ses clients entre 12 et 17% de frais pour clients, et à nous autres, elle nous facture 3%. Donc, il s'avérait nécessaire et intéressant pour nous d'avoir notre propre plateforme à nous, tant pour nos clients que pour nous-mêmes. La deuxième raison aussi, c'est pour une question de fluidité. Nous avons plus de 100 biens à gérer et c'est bien d'avoir un outil en interne pour une meilleure gestion. Pour la période de février seulement, la société comptabilise 2000 nuitées vendues. Les clients sont généralement très regardants sur l'accessibilité, la sécurité et le confort. Et qui dit confort, dit aussi literie, électroménager et mobilier. Et justement, après un point sur les différents besoins en la matière, Jennifer et son équipe se rendent à Billetterie, chez un de leurs fournisseurs exclusifs en mobilier et décoration. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour Monsieur Nasser. Ça va bien? Ça va bien, merci. Je pense que ça peut rentrer dans le Inno Plaza 2. Oui. Dans le salon. Et la couleur aussi, ça match bien avec les placards. Travailler avec des fournisseurs exclusifs leur garantit un meilleur contrôle sur la qualité des meubles, une maîtrise des coûts, des conditions de paiement allégées, des remises et la possibilité d'échanger des meubles en cas de besoin. Et ça marche. La société immobilière enregistre des taux d'occupation satisfaisants. Chez nous, à Innov, on est entre 70 et 80% de taux d'occupation. Pendant les saisons hautes, on monte jusqu'à 85, voire des fois 90. Nos studios commencent à partir de 40 000. Nos T2, c'est-à-dire une chambre salon, à partir de 50 000. Nos T3 à partir de 80 000. Nos T4 à partir de 100 000. Il faut dire que Innov est une jeune entreprise. On a commencé fin 2021 et au fil des années, on fait de nouvelles acquisitions. Donc, la rentabilité est échelonnée dans le temps. Parce qu'on a commencé avec, je crois, 10 biens. Là, on a plus de 100 biens. Donc, vous voyez, même si au bout de 2 ans, nos premiers biens ont été rentables, mais les autres biens sont en cours de rentabilité. Donc, c'est évolutif. Si le business de la location d'appartements meublés s'avère d'une rentabilité quasi certaine, les coûts d'investissement ne sont pas négligeables. Alors, pour se lancer, certains fautes de moyens conséquents ont fait le choix de débuter par la sous-location. C'est le cas pour Marina Timité. J'ai procédé par le biais d'une agence immobilière. Je suis allé voir des agences immobilières parce que quand je me suis lancé, j'ai essayé de voir un peu ce qui se passait sur le milieu. J'ai aussi fait une étude de marché pour voir les prix des environnements parce que l'emplacement est un facteur très essentiel pour l'organisation, l'agencement d'un meublé en fait. Elle a dû investir en tout 7 millions de francs CFA pour accéder à cet appartement de 2 pièces situé en zone 4. 2 mois de caution, 2 mois d'avance et 1 mois pour les frais d'agence, pour un loyer mensuel de 450 000 francs CFA. Il a fallu aussi ajouter l'aménagement, la décoration et l'équipement. Et pour sous-louer l'appartement, elle a obtenu l'autorisation du propriétaire. Le propriétaire ne me pose pas de conditions dans le sens où, lorsque j'ai démarré l'activité, j'ai été clair avec lui en lui disant que je souhaitais effectivement louer ce bien-là pour une location, une sous-location on va dire, pour recevoir des clients.
Mais il n'a pas posé de conditions quelconques. Ses clients savent que c'est de la sous-location et n'y voient aucun inconvénient. Allô? Oui, Giovanni. Oui. T'es en train d'arriver? Je suis en route, hein. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, je suis là dans une quarantaine de minutes. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi, je suis déjà là, je t'attends. Ah, tu es déjà là. Oui. Ok, ça marche. Je te ramène Allez, la localisation via WhatsApp. Ok, ça marche alors. À tout de Allez, suite. à plus tard. À plus tard. Je reçois plus de clients venant de l'étranger la plupart du temps. Les clients, ils restent en général une semaine, 3 jours minimum. Les plus petits clients que j'ai pu avoir, c'est pour une minimum de nuitée de 3 jours. La plupart du temps, je suis à 50 000 francs jour, mais tout dépend en fait de la durée de réservation du client, parce que j'ai des possibilités de remise. Gérer un tel business n'est pas de tout repos et Marina use de toutes les stratégies possibles pour arriver à rentabiliser. Il faut avoir un système de communication derrière, il faut avoir du contact. Dans cette activité, c'est très important le portefeuille client. Sans portefeuille client, c'est un peu galère, on va dire. Mais il faut aussi travailler, il faut communiquer, il faut présenter les biens sur les réseaux comme je fais de temps en temps, du bouche à oreille, contacter des agences. Ça demande quand même de l'énergie. C'est pas on se lève et puis on fait un meublé et tout de suite ça marche. Non, parce que j'ai connu une période aussi de vache maigre, on va dire, quand je me suis lancé dans cette activité. En moins d'un an d'activité, elle s'en sort plutôt bien. Les revenus, on va dire que tout dépend, on va dire, de l'occupation concrètement, parce qu'une fois le loyer sorti, les factures, les charges du pressing notamment, on peut tourner grosso modo sur, 400 000 francs par mois. Le business de la location d'appartements meublés ne cesse de croître. Selon des experts, les appartements meublés étaient au nombre de 200 en l'an 2000 et sont passés à plus de 2000 dans la capitale économique. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Blazy, directrice du pôle immobilier chez Innov Immobilier, avec elle Lanciné Bakayoko, journaliste économique chez RTI et Kankanga, associé gérant chez Suwa Concept. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir dans Made in Africa. Avec vous, on va tenter de tout savoir sur le business de la location meublée. D'abord, la question de la location. Comment se porte le marché de la location en Côte d'Ivoire? Question pour vous, Jennifer Blazy. La location en général. De manière générale, ça connaît un vrai boom, vu que la Côte d'Ivoire, même en tant que pays, on connaît une croissance économique assez soutenue. Lanciné Bakayoko, on a besoin de biens. Chaque année, il faut construire de nouveaux logements. On n'a pas encore atteint la vitesse aux croisières, donc les Ivoiriens se rabattent sur la location. Votre regard sur le boom de la location dans notre pays? Oui, le boom de la location-vente est dans la dynamique de la croissance économique qui est très soutenue, comme l'a dit Jennifer. Et puis, il n'y a que la politique ivoirienne aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne le gouvernement, a décidé de promouvoir le tourisme intérieur. Or, il est évident que les hôtels classiques n'ont pas aujourd'hui la capacité, même si là aussi il y a un boom, mais n'ont pas la capacité d'héberger l'ensemble des expatriés, des touristes et des clients potentiels de ces résidences, de ces hôtels. Donc, ça veut dire que c'est une activité qui est en expansion, en grande expansion, d'abord pour le bien de l'économie, mais pour le bien aussi de la capacité des Ivoiriens aujourd'hui à accueillir tous ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Merci, Lanciné Bakayoko. Alors, juste une petite question pour vous, et je vous adresse cette question directement. Tout à l'heure, il disait que non seulement il y a des clients qui viennent de l'extérieur, mais il y a une promotion du tourisme intérieur. Est-ce que vous confirmez que vous avez aussi, parmi les clients qui demandent de la location meublée, des clients qui sont sur place? C'est clairement pas la majorité de nos clients. C'est pas la majorité. Et oui. Chez vous? Ce n'est pas la majorité de nos clients, mais ça existe bel et bien. Oui. Oui. Alors, concrètement, vous gérez un portefeuille de clients qui mettent leur appartement en location. En quoi est-ce que ça consiste concrètement, le travail que vous faites? Les propriétaires, oui. Ils nous mandatent pour s'occuper de A à Z de la gestion de leurs biens meublés. Alors, cela prend plusieurs aspects. On peut s'occuper du paiement, du règlement des impôts,
des abonnements, électricité, chaînes câblées, Internet. C'est l'aspect pratique. Il y a aussi l'aspect recherche, évidemment, des clients, des occupants, sélection des dossiers, collecter les loyers, et puis faire toute la gestion des séjours du client. On va peut-être revenir sur la façon dont vous trouvez les clients. C'est quoi là, donc finalement la différence entre un établissement hôtelier et puis un établissement qui gère des appartements meublés? La location meublée, si vous voulez, c'est une option plus économique que l'hôtel, mais avec les mêmes commodités, voire plus de commodités. Dans la location meublée, le locataire, il a l'attitude de cuisiner, par exemple, de recevoir au fait, ses amis pour un déjeuner et pour un dîner, ce qui est totalement différent d'un hôtel. C'est une autre expérience. Donc, vraiment, au fait, le service qu'on offre à nos clients, c'est être chez eux, mais sans être dans leur propre maison. C'est vraiment ça la différence entre nous et les hôtels. Dans une résidence meublée, tout se passe comme si on était chez soi. Mais il est évident qu'il y a une sorte de concurrence un peu déloyale. Ça, on ne peut pas le nier. Est-ce que vous pensez que, justement, la Côte d'Ivoire, quand on voit le boom des locations meublées, est-ce que vous pensez qu'elle se montre de plus en plus attractive sur le plan économique? Bien sûr. Tout à l'heure, j'ai parlé de concurrence déloyale, mais cette concurrence déloyale n'est pas encore préjudiciable aux hôtels, vu que les capacités hôtelières aujourd'hui sont relativement insuffisantes au regard de l'offre des clients qui arrivent en Côte d'Ivoire. Donc, pour le moment, il n'y a pas de hiatus entre les deux options. J'ai envie de parler de votre business model chez Innov Immobilier, mais j'imagine que vous voulez réagir sur le fait qu'il y a une concurrence déloyale. Déloyale, c'est que certains respectent la réglementation et vous, pas forcément. Certains payent des impôts réguliers et vous, pas forcément. Je pense que sur ces deux points, vous n'êtes pas d'accord. Je vous donne donc la parole pour réagir. Malheureusement, je dirais que la location meublée, il y a énormément de l'informel. Énormément de l'informel. Nous sommes, on va dire, sans doute l'unique entreprise qui est vraiment structurée dans ce domaine. Nous suivons vraiment tout ce que la législation nous demande, c'est-à-dire on fait nos demandes d'agrément au ministère du Tourisme. Agrément. Exactement. Et aussi, on a des impôts qu'on paye. Et sans oublier que la location meublée est soumise à la TVA, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et en fin de compte aussi, on paie des taxes à la mairie, à la municipalité. S'il y a une législation, est-ce qu'elle existait depuis longtemps? Est-ce qu'elle vient d'arriver? Apparemment, il n'y a pas de législation, mais vous vous dites que c'est réglementé. Oui, c'est réglementé par les ministères. Sur la location meublée. C'est ça. Ça, c'est une taxe qu'on paye à la mairie qui s'appelle la taxe des locaux garnis. Donc, il y a une évolution de la réglementation. Oui, tout à l'heure, c'est un milieu qui reste profondément traversé par l'informel. Je suis heureux qu'eux, ils vont vers une beaucoup plus grande professionnalisation. Mais il faut dire que l'activité, elle est relativement récente du point de vue du droit, du point de vue légal. Puisque je l'ai dit, elle a été créée par le décret du 24 mars 2014. Seulement là. Et toute la nomenclature législative, réglementaire n'est pas encore adoptée. Et donc les gens profitent de ce vide institutionnel, de ce vide juridique pour faire ce qu'ils font, c'est-à-dire l'informel. Ça veut dire que même vis-à-vis de ces informels aussi, vous êtes face à une concurrence déloyale. Oui, une concurrence déloyale par rapport à l'informel. Et vous êtes dans une concurrence déloyale, même professionnelle, face aux hôtels, parce que vous n'êtes pas régi par la même fiscalité. Non. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir ajuster pour que la compétition soit saine et sauve. Vous êtes structuré, Kankanga, vous faites du conseil. Donc, est-ce que vous recommanderiez à des propriétaires de biens de placer entre les mains d'une agence comme la vôtre la gestion de leurs biens? Est-ce que ça leur apporte davantage que s'ils se débrouillaient tout seuls à gérer le bien eux-mêmes? Alors déjà, il faut savoir que faire du meublé peut doubler vos revenus locatifs. Carrément. Voilà. C'est-à-dire qu'à 50% de taux d'occupation d'une location meublée, on peut avoir autant qu'à 100% dans une location vide. Mesdames, messieurs, écoutez bien, notez bien, faire du meublé peut doubler vos revenus locatifs. Tout dépend de la localisation. L'emplacement est extrêmement important. Je dirais que sur, on va dire, 80% à 90% des demandes qui nous parviennent de clients il va s'agir des mêmes zones. Zone 4, le plateau, Cocody central, Cocody d'Anga, Vallon et puis la Riviera Golfe. Ça va concentrer
80% des demandes. Pourquoi? Parce que les profils, ce sont des voyageurs d'affaires, des entreprises, des personnes qui sont en mission de 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Donc ils veulent être au centre de l'action, ils veulent être, ils veulent pas être dans des zones excentrées. Et puis aussi l'aménagement. Il faut que ça soit confortable, il faut que ça soit bien pensé, bien agencé, accueillant, chaleureux, pour que, comme le disait M. Bakayoko, les gens se sentent chez soi, à l'extérieur de chez soi, que ce soit à quelques kilomètres ou à des milliers de kilomètres. Jennifer, vous devez prendre un bien Oui. en gestion. Quels sont les critères que vous regardez? Chez nous, primo, la sécurité. Il faut que ce soit une zone sécurisée. Le confort et bien sûr l'accessibilité. Ce sont les 3 critères indispensables. Alors, je reviens rapidement vers vous. C'est quoi votre stratégie commerciale? Comment vous trouvez vos clients? On a nos propres réseaux, notre propre site, mais aussi nous sommes sur des plateformes immobilières de type Airbnb, évidemment, qui est la plus connue, mais il existe d'autres plateformes immobilières sur lesquelles... Et ça se passe bien? Vous ramenez des clients via cette stratégie commerciale? Absolument. Alors, c'est très bien d'en parler parce que eux, justement, ils ont opté pour autre chose, développer leur propre plateforme de réservation et on a envie d'en savoir davantage. Comment est-ce que vous avez réussi à communiquer pour que cette plateforme soit connue auprès des expats qui arrivent? 70% de nos nouveaux clients, c'est du bouche à oreille. OK. Ils viennent par le biais d'un client qui était déjà satisfait, qui nous recommande. OK. Donc, c'est ça qui fait notre force. Parce que tout client qui vient chez nous, il est enregistré automatiquement sur cette base de données. Donc, ce qui fait qu'on récolte ces informations. Et quand on récolte ces informations, c'est non seulement un client actuel, mais c'est un potentiel client pour d'autres réservations futures. Vous voulez réagir, Kankanga? Oui, je voulais compléter ce que Jennifer disait. Il ne faut pas négliger les collaborations entre agences. Oui. Ça se fait également dans les agences classiques qui font du vide. Évidemment, on ne peut pas fonctionner uniquement sur son portefeuille. Des fois, on a le bien, mais on n'a pas le client. Des fois, on a le client, mais on n'a pas le bien. Et dans ce cas-là, ce sont des collaborations entre agences avec des partages de commissions 50-50. Concrètement, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Vous étiez très axé sur le fait qu'il y a une concurrence déloyale qui pourrait se positionner. Il faut que la législation puisse être complète. Quelle est votre réaction justement sur l'évolution de ce métier? Plus ça devient une activité, plus l'État lui-même a besoin de collecter des taxes et donc ne peut pas continuer à maintenir ces entreprises-là ou, disons, à fermer les yeux sur les entreprises qui ne sont pas formelles. Ça veut dire que ces résidences meublées, aussi bien celles-là que toutes les autres entreprises, sont exposées aux aléas de la vie sociale, de la vie politique, de tout ce qui peut arriver dans le pays. Par exemple, si la météo politique ne se passe pas bien, ce n'est pas seulement eux. Il y a une sorte des expatriés ne viendront pas. C'est-à-dire que c'est une part du marché qui s'effrite. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas et ça, c'est une bonne chose. Oui. Ça veut dire que ces entreprises meublées ont une bonne part de marge de manœuvre et elles sont appelées à grandir, aussi bien pour ces entrepreneurs que vous êtes, mais aussi pour le Trésor ivoirien. Merci pour tout. À vous, Jennifer, Kankanga, Lansidi Bakayoko, merci. Alors, on vient de le voir dans le premier reportage, le marché de la location de meublés est porteur. Nous vous emmenons maintenant dans une destination pleine de promesses. Jacquesville, cette paisible station balnéaire située à 60 km à l'ouest d'Abidjan, séduit de plus en plus de visiteurs, mais aussi d'habitants. Conséquence, les prix de l'immobilier ont été multipliés par 10 en moins de 10 ans. Jacquesville, Nouvelle Eldorado, c'est un reportage de Marcos Podé, Jessé Mendonça et Jean-Louis Mendonça. À 60 km d'Abidjan, Jacquesville. Niché entre mer et lagune. Avec sa nature encore vierge, ses cocotiers et ses îlots perdus. Comme ici, sur la presqu'île du Christ. Ce matin-là, Marie-Lucie Agboton, propriétaire des lieux, s'attelle à ce que tout soit prêt pour recevoir ses clients. Nous recevons en moyenne, pour la restauration, 100 par semaine, ou bien un peu plus, quand il y a les sorties d'entreprises et autres. Mais pour les chambres, toutes les chambres sont occupées les week-ends, en général. Donc c'est pour cela qu'on demande aux gens de toujours réserver à l'avance. Marie-Lucie s'assure que ces bungalows soient impeccables. Un niveau d'exigence élevé pour garantir un cadre reposant et enchanteur. Nous avons une belle vue sur la lagune. De votre lit, vous voyez directement la lagune. Et avec les vagues
le bruit des vagues, le son des vagues, vraiment c'est très agréable. À l'ombre des cocotiers, cette péninsule en bord de lagune offre un avant-goût de paradis aux visiteurs. Bonjour madame, bonjour la famille. Vous mangez bien? Et la nourriture, c'est bon? Ah, Dieu merci. Si vous êtes à l'aise, ça nous plaît. Le cadre est très reposant, moins pollué. Parce qu'Assini, maintenant, c'est comme Abidjan. Il y a du monde et tout, alors qu'ici, c'est tranquille. La vie est belle, quoi, à Jacquesville. Ça fait assez de temps que je viens à Jacquesville, plusieurs fois que je viens à Jacquesville. Et je découvre pas mal d'opportunités, en fait. Donc, qui me permet de réfléchir un peu à l'avenir, en fait. Voilà, donc, je compte m'installer prochainement. Si Jacquesville attise tant de convoitises aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, cette petite station balnéaire est restée enclavée, coupée par le canal de Vridy. Pour s'y rendre, il fallait emprunter une pirogue traversant la lagune ébriée depuis Songon. Mais la construction d'un pont en 2015, le pont Philippe-Yassé, va changer la donne. Il relie Jacquesville au reste du pays. Depuis, les investissements touristiques et immobiliers s'y sont multipliés. Particuliers, promoteurs se bousculent dans cette ville où tout semble encore possible et où les prix de l'immobilier ont été multipliés par 10 en moins de 10 ans. Ce matin-là, à Jacquesville, Zécré Jean-Baptiste, promoteur, est en visite avec un client à la recherche d'un terrain. Donc, voilà les deux lots de 640 mètres carrés. Voilà, 2 fois 600 mètres carrés. Donc, on va approcher pour voir. La première borne, elle est de l'autre côté, juste après les arbustes. Donc, en profondeur, c'est 20 mètres. En longueur, c'est 2 fois 30 mètres, surface plane. Ce client, résidant à Abidjan, veut quitter le stress de la capitale économique pour s'installer en périphérie. Mais il se pose beaucoup de questions quant à la transaction immobilière. Parce qu'il y a des zones qui sont un peu à risque, comme ici c'est une cité balnéaire, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'inondation? Quels sont les papiers qui accompagnent le site? Si l'homme est si pointilleux, c'est pour éviter les arnaques, qui sont légion dans le secteur. Vu tous les problèmes, ça et là, donc il faut vérifier, est-ce que le terrain est approuvé, est-ce que c'est rattaché au guide villageois, chercher à voir l'extrait topo. Donc après cette visite, certainement, on va aller au bureau, on va vérifier tous ces papyrasses avant de pouvoir prendre une décision. L'agent immobilier tente de rassurer son client. Pas de risque naturel sur cette parcelle et un investissement immobilier sécurisé. Non, non, pas du tout. Déjà, la SODES a mouvé les autorités pour le confirmer. On n'a pas de risque. En tant que tel, les autorités municipales ont engagé avec les autorités coutumières des grands projets de lotissement. Et c'est un site idéalement placé parce qu'un peu plus proche de la lagune et à une distance agréable pour ceux qui veulent passer du temps à la plage. Le client paraît séduit, mais il reste encore quelques détails à régler. Physiquement, c'est seulement le terrain sabicier, parce que c'est le genre de terrain que je voudrais en bordure de la grande voie et puis bien plat, une zone non inondable et autres. Bon, le reste des détails, je pense qu'on va s'entendre, qu'on va s'asseoir pour discuter par rapport au budget. S'il s'inquiète pour le budget, c'est parce que les prix des terrains ont flambé depuis 2015. Avant la construction du pont, ce terrain de 600 mètres carrés valait moins d'1 million de francs CFA. Aujourd'hui, il faut compter 15 millions pour l'acquérir, soit un coût multiplié par 15. Direction le bureau de l'agent pour vérifier les documents administratifs. Monsieur Ponon, après la visite, quelles sont vos impressions? Oh, nos impressions sont bonnes. La situation géographique du terrain aussi, et puis le relief. Nous vous donnons la possibilité de faire vos propres vérifications. Déjà, on va vous donner l'arrêté d'approbation que vous pourrez vérifier sur le site du ministère de la Construction. Vous avez aussi la possibilité d'aller physiquement au niveau de Jacquesville à la construction pour vérifier l'arrêté.
Et puis, voir si déjà dans le guide, au niveau du ministère, il n'y a pas un autre nom dessus, à part le nôtre. Les futurs acquéreurs comme celui-ci sont de plus en plus nombreux à défiler dans le bureau de Jean-Baptiste. Jacquesville est la destination la plus prisée actuellement dans le Grand Abidjan. Il fait bon vivre. On a la mer, on a la lagune et on a le lac. Cette volonté de s'installer à Jacquesville, Eponon n'est pas le seul à l'avoir. À quelques kilomètres, Ruth a débuté les travaux de construction de cet immeuble sur 3 niveaux. Cet après-midi, elle vient vérifier l'avancement des travaux. En tout cas, champion, ça vous va? Ça se passe très bien ici. Donc, pensez finir en combien de temps? Bon, trop, dans une semaine, on va finir. Originaire de la localité, Ruth a travaillé toute sa vie à Abidjan. Après la construction du pont en 2015, elle décide de s'installer à Jacquesville. J'ai travaillé à Abidjan et j'avoue qu'au départ, à cause du bac, on ne peut pas venir à Jacquesville à cause du bac. Et par grâce de Dieu, le président nous avons fait le pont. Dès que le pont était une réalité, et pour moi, je dis Jacquesville, waouh, pourquoi ne pas venir ici? Et dès mon arrivée, j'ai vu que c'était vraiment une bonne opportunité. Dès son arrivée, elle investit dans des terrains moins chers à l'époque. J'ai acheté ce terrain en 2018. C'est une très bonne opportunité. En ce moment, il n'y avait pas trop de maisons. Mais j'ai vu que ça allait être une bonne opportunité parce que moi, un terrain n'est jamais loin pour moi. Aujourd'hui, voilà, le terrain a pris de la valeur. Aujourd'hui, c'est au moins à 20 millions. Hein. Sinon, en 2018, je l'ai eu à 3,5 millions. On voit qu'il y a une différence. Soit un véritable coût immobilier. Ruth a eu le nez creux. Flairant la bonne affaire, elle se lance rapidement dans la construction. Il faut exploiter le site, quitte à procéder par étapes. J'ai démarré en 2019-2020, d'accord? Donc j'ai fini la première, vous voyez, c'est en R+3. Donc j'ai fini R+1. Et puis c'est là que je reprends le troisième niveau. Parce que je sens un besoin. Aujourd'hui, Jacques est devenu une destination très importante. Donc du coup, je me donne les moyens d'exploiter mon site. La femme d'affaires a déjà investi plus de 50 millions de francs CFA dans les travaux. Un investissement qu'elle juge raisonnable au vu des avantages qu'offre Jacquesville. Jacquesville, il n'y a pas d'embouteillage, c'est un gros avantage. Jacquesville, il fait bon vivre à Jacquesville. Il y a de lait, il y a de l'eau, il y a la mer, la lagune. Vraiment, c'est le paradis vitaire, vraiment. Un paradis sur terre où chacun veut avoir un toit. Alors des quartiers entiers sortent de terre. Pour en savoir plus, nous nous rapprochons de la mairie de Jacquesville. Et c'est l'adjoint au maire en personne qui nous emmène visiter un nouveau quartier en construction, le quartier millionnaire. Ce futur quartier résidentiel s'étendra sur 200 hectares et comprendra à terme plusieurs centaines d'habitations, mais aussi 2 écoles primaires, un poste de police et un marché. Bon. Soyez la bienvenue. Merci, ça va un peu. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et le chantier, ça évolue bien, ça va. En tout cas, grâce à Dieu. Ouais. Le chantier, comme vous le constatez, on est déjà dans la finition. Ouais. Ici, les maisons sont construites par des particuliers. Les promoteurs immobiliers commencent eux aussi à s'y intéresser. Afin d'obtenir un permis, ils doivent soumettre leur projet au ministère de la Construction. La mairie, elle, tente d'encadrer comme elle le peut ces nouveaux chantiers qui essaiment un peu partout. On est en train de régulariser déjà tout ce qui existe en matière d'urbanisme. Il y a un schéma directeur d'urbanisme qui est créé et le PUD, c'est-à-dire les plans d'urbanisme de détail, sont en train d'être confectionnés afin de pouvoir canaliser donc tout ce boom de l'immobilier qui est en train de voir le jour ici à Jacquesville. Un boom immobilier où les conflits fonciers ne sont pas rares. Alors certains acquéreurs pensent à sécuriser leurs biens avant même d'entamer les travaux. Ici, vous voyez, c'est une clôture qui est déjà faite. Le bâtiment n'est pas encore sorti des terres. Et ce genre de chantier-là aussi, il y en a massivement. Des gens qui ont acheté
et qui, après avoir fait les papiers, commencent à monter des clôtures déjà pour sécuriser, pour marquer leur territoire. Pour certains acquéreurs, Jacquesville s'avère être un pari gagnant. Ils louent leurs biens à d'autres particuliers et en font un business. C'est le cas de Mérienne et de son époux. Ils ont construit cette résidence au standing en 2021. C'est un lieu qu'on a construit depuis 2-3 ans maintenant et qu'on loue pour des gens qui sont, voilà, en recherche de nature, de calme, de paisibilité en fait. Et donc du coup voilà, donc on loue cet endroit. On a une annonce sur Airbnb qui fonctionne très bien d'ailleurs et qui permet aux gens qui veulent un petit peu faire une coupure avec la ville, avec la pollution, de venir se reposer ici les week-ends. Une résidence située en pleine nature, avec une vue imprenable sur la lagune. Vous avez une super jolie vue sur, d'une part, le fromager qui est juste en face, et sinon vous avez aussi une très belle vue sur la lagune qui est juste en face et qui surplombe un petit peu tout le paysage. Et voilà, donc du coup, et aussi vous avez une vue sur la piscine, et donc c'est très sympa parce que les gens ici sont contents d'être dans la nature, et c'est un peu le principe même de cette location. En plus d'y passer certains week-ends, le couple loue son bien 610 € la nuit, soit 400 000 francs CFA, sur des plateformes comme Airbnb. Une résidence réservée aux amoureux de la nature, prêts à y mettre le prix. Alors Jacquesville, nouvel Eldorado de l'immobilier? Une chose est sûre, la petite cité balnéaire pourrait voir sa population croître rapidement grâce au boom immobilier porté par les nouveaux projets d'infrastructure. La nouvelle route Y4 de contournement d'Abidjan devrait permettre d'atteindre Jacquesville en un temps record. Retour sur le plateau de Made in Africa, et pour poursuivre le débat, j'ai le plaisir d'accueillir ici Estelle Malan, cofondatrice de la plateforme Les Bons Plans de Jacquesville, avec elle l'expert Charles Mouya, qui est expert immobilier, et Bassi Philippe Aka, l'adjoint au maire de Jacquesville. Madame, messieurs, bonsoir et merci d'être là. Jacquesville, c'est un paradis, on va essayer de le vérifier avec vous. Mais déjà, première question pour vous, Monsieur Aka. On voit bien que Jacquesville attire de plus en plus d'investisseurs à la recherche de terrain et de bonnes affaires. Est-ce que vous confirmez que ça construit beaucoup à Jacquesville en ce moment? Absolument, absolument, je confirme. Ça construit beaucoup, à telle enseigne qu'on est parfois débordé. Alors, vous faites la promotion de Jacquesville. Avec les bons plans, vous avez une plateforme. Est-ce que vous constatez, d'abord, première question, la plateforme a été mise en place quand? Le 1er novembre 2020. En 2020, pourquoi vous avez décidé de le faire? Nous avons décidé de le faire parce que nous avons remarqué que Jacquesville n'était pas très connue. Depuis ces dernières années, la ville s'est beaucoup développée. Oui. Est-ce que votre plateforme est suivie? Très. Est-ce que vous avez des visiteurs qui viennent sur la plateforme, qui découvrent? Oui. De plus en plus? Oui. Monsieur Mouya, il y a le lac, il y a la lagune, il y a la mer, il y a de l'air pur, il y a de la nourriture, il y a le bonheur, des choses belles à voir. Il y a maintenant le pont. Est-ce une raison pour que les prix de l'immobilier aient autant augmenté en 10 ans? Oui, c'est une raison valable. Effectivement, ça donne de la valeur au site. Je pense qu'il faut quand même faire attention pour maîtriser quand même le coût. Sinon, arrivé un moment, ça va être un peu compliqué pour certaines personnes qui aimeraient bien vivre à Jacquesville. Les prix se sont multipliés par 10 en 10 ans. C'est énorme. Parfois, par 15, on a vu dans le reportage. Ouais. D'1 million, un terrain de 600 mètres carrés, 1 million, qui en presque 10 ans à peu près, ça fait 15 millions. Donc, est-ce qu'on est dans une croissance normale du prix des terrains, ou alors on est dans une bulle spéculative? Et pour ceux qui veulent bien comprendre une bulle, eh bien, c'est une bulle. On est comme dans une forme de rêve, et la moindre petite aiguille peut faire exploser la bulle. Alors, quel est votre avis sur ça? Est-ce que c'est une croissance normale, ou alors c'est une bulle, selon vous? Écoutez, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre. Parce que, oui, ça reste un très joli site.
Mais aujourd'hui, en 10 ans, de passer d'1 million à 15 millions, c'est accessible à qui? Toute la vraie question elle est là, en fait. Qu'est-ce qui fait que ça passe de 1 à 15 millions? Qu'est-ce qui permet ça? Dans l'immobilier, ce qu'il faut savoir, il y a ce qu'on appelle des analyses de pertinence. La pertinence, c'est ce dont vous avez parlé tout à l'heure. La mer, la lagune, le beau sable, le beau paysage, le bon air, bien à vivre. Je suis même content que la dame ici avec nous, elle nous présente un joli site où on va aller découvrir encore les beaux endroits. On y ajoute le pont, hein, qui a tout changé. Oui, le pont. Bon, en réalité, le problème, il est là. Je dis, c'est pas forcément ça, parce que de 1 million à 15 millions, c'est excessif. Alors, vous êtes toujours sur l'aspect social, c'est-à-dire que les peuples allogènes et autochtones, en tout cas ceux qui sont là, dans tous les cas, ils ont accès aux terres depuis longtemps. Voilà. Maintenant, on veut que des personnes qui aimeraient également profiter de tout ce qu'il y a de beau à Jacquesville puissent s'y installer. Mais en dehors du fait que ça renforce le brassage culturel, est-ce qu'il y a des risques économiques? Je pose la question à vous, monsieur l'adjoint-maire, dont je vous appelle monsieur le maire. Est-ce qu'il y a un risque économique par rapport à l'augmentation des prix des terrains à cette vitesse-là? Oui, évidemment qu'il y a un risque économique pour les populations autochtones, déjà, et pour éventuellement les visiteurs. Les visiteurs, ils trouvent que c'est cher. Mais pour les populations autochtones, on voit de l'argent à se faire et sans s'en rendre compte, ben, on vend tout. Et les générations futures, ça devient compliqué si ce n'est pas maîtrisé. Donc voilà pour nous le risque dans cette économie qui est en train de naître sur Jacquesville. Vous faites la promotion de Jacquesville. Votre regard sur l'augmentation affolante des prix des terrains? Bon, c'est un peu compliqué parce que déjà, il y a un peu les clients qui se plaignent, qui trouvent que c'est un peu excessif. Ouais. Donc, du coup, il faut savoir faire la part des choses. Alors, comment on fixe le prix d'un terrain? Alors, j'entends souvent à Abidjan dire qu'il y a vraiment une forte demande. Moi, je vous dis sur ce plateau, non. Il n'y a pas une forte demande. Parce que si on veut regarder ce qui se passe localement, ce n'est pas cohérent. On va regarder beaucoup d'aspects. Comment fixer un prix? Il y a certains éléments qui rentrent en compte. Vous avez parlé tout à l'heure, on prend le cas de Jacquesville, il y a la mer, il y a la vue qui est extraordinaire, il y a le bon vivre, il y a certains éléments. On appelle ça les aspects, les analyses de pertinence, ce qui fait la pertinence pour pouvoir définir un prix. Mais attention, il faut faire une estimation. Il faut donner une fourchette de prix, basse, moyenne et haute. Qui doit faire ça? C'est un expert immobilier. Mais je conseille encore de passer par un agent immobilier. L'agent immobilier, c'est celui qui travaille tous les jours sur le terrain, qui maîtrise les demandes et les offres, qui maîtrise ce qu'il y a sur le marché. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans le bureau. Mais il peut pas faire autre chose. Celui-ci a acheté son terrain à 10 millions. Celui qui est là a acheté son terrain à 30 millions. Celui qui est ici a acheté son terrain à 20 millions. Lui, il ne va fixer le terrain ici car il ne peut pas faire autrement par rapport au prix des terrains tels qu'ils ont été vendus effectivement dans l'environnement, oui, à autour de 18, 19, 20 millions. Oui, mais c'est ce que je dis, puisqu'il n'y a pas une analyse. Ça a été vendu ou acheté selon les offres qu'on a eues. Alors, parfois, on entend des spécialistes de l'immobilier nous dire que à ce terrain-là, les impôts ont déjà fixé à peu près les prix. Alors, de quoi il s'agit? Les impôts calculent déjà le coût de la taxe foncière selon ce que vous allez... Imaginez, vous achetez un bien, pour aller faire la déclaration, ils ont une base de données sur lequel ils partent, pour acheter, pour calculer les prix. Quand vous achetez le bien, vous allez déclarer aux impôts. Et à partir de là, les impôts vont regarder dans leur bouquin, qu'ils ont déjà défini, avec les notaires, certainement, avec les différents prix qu'ils ont vus sur le marché. Et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le marché. Alors, rien du tout. Monsieur le maire, il va falloir qu'on revienne au prix qui soient les plus proches de ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé. Et dans ce cas, c'est qu'on est dans la spéculation. S'il y a des prix qui sont arrêtés par les impôts et qu'on a des prix qui sont 10, 20 fois plus élevés, il faut craindre que nous soyons dans une situation de spéculation. Cela dit, on a vu dans le reportage tout à l'heure le quartier millionnaire. Si. Okay. Finalement, quel est le rôle de la mairie? C'est quoi la vision pour ce quartier, par exemple, dans les années qui viennent? Le maire a constaté effectivement qu'il y avait une forte demande de logement, parce qu'il y a des personnes qui voulaient se loger à Jacquesville et travailler sur Abidjan, Songon, Dabo et autres. Donc
avec les populations, les propriétaires terriens, la municipalité a monté le projet et on est sur un peu plus de 200 hectares. Alors l'objectif, c'est de créer vraiment un quartier résidentiel qui n'a rien à voir avec, vous voyez, le village d'origine. Il y aura quoi de nouveau? Voilà, il y a toutes les infrastructures qui sont en train d'être construites petit à petit, en fonction bien évidemment de l'évolution du quartier. Monsieur le maire, est-ce que le boom immobilier signifie également conflit foncier? Oui. Oui, il y a énormément de conflits. Et il y a certains qui sont réglés à l'amiable, à notre niveau, à l'amiable. Donc, il y a d'autres qui, ne trouvant pas de solution au niveau local, se retrouvent au tribunal. Alors, on l'a entendu, hein, Jacquesville, c'est le nouveau paradis. On trouve tout à Jacquesville. Il n'y a pas d'embouteillage et tout ça. Moya, est-ce qu'il y a d'autres villes autour? On a Bassam, on sait, qui a connu une croissance. Peut-être qui va être un peu, je pense, coincé. Oui, on a aujourd'hui, si vous allez un peu du côté d'Angré, oui. Vous avez Frata, vous avez Nouveau-Chu, ok, vous avez vers la Y4, qui est en train de se développer rapidement. Parce que moi, je vais vous donner peut-être un exemple pour Abata, où on a quand même une structure qui est présente. Il y a, en 2020, on se trouvait encore entre 10 voire 20 000 le mètre carré. Aujourd'hui, vous êtes facilement à 150 000 le mètre carré. Le mètre carré. Là, vous étiez en 2000 combien? 2020. OK, donc en moins de 4 ans. Vous voyez, c'est la complexité de l'affaire. Moi, en tant qu'expert en transaction, je peux vous dire qu'une vente immobilière se fait en 3 mois, si elle est bien calibrée, si on passe par des professionnels. Vous avez une estimation qui est faite, qui vous donne la fourchette basse et la fourchette haute. Et on vous donne tous les arguments nécessaires pour définir les prix. Mais de 2020 à 2024, de 20 000 le mètre carré à 150 voire 200 000 le mètre carré, il y a problème. Est-ce que ça veut dire que les biens se vendent moins bien? Alors, pas du tout. Généralement, les biens tournent autour de 1 à 2 ans pour être vendus. Et quand on fixe un prix, par exemple, je donne un exemple, à 150 millions un bien immobilier, on se trouve avec une négociation qui tourne autour de 90 millions, 100 millions. Une négociation en immobilier, je parle de l'immobilier physique, pas d'intérêt nu, une négociation, c'est entre 5 et 15%. Quand on a fait une belle expertise. Alors, on a tellement de choses qu'on a envie de savoir. Et on ne vous laissera pas partir sans cette question. On a envie d'investir dans des villes où les infrastructures ne sont pas encore développées. Quels sont les critères à prendre en compte? Ben écoutez, si vous voulez mon premier conseil, j'ai envie de dire aux Ivoiriens, allez-y construire à l'intérieur. La Côte d'Ivoire, profonde, manque de logements décents. Ça, peut-être qu'il va falloir que les Ivoiriens plongent là-dedans. Moi, j'ai vu tout à l'heure sur le plateau, quand on parlait du dossier de résidence meublée, mais j'ai envie de dire à beaucoup d'Ivoiriens de faire très attention. La localisation est hyper importante. Mais quand vous faites une résidence meublée à Abidjan, la cible, elle est étrangère. C'est la diaspora, c'est les gens qui viennent en vacances. Mais quand vous allez faire ça à Gagnoa, à Soubré, à Oumé, mais les gens y vont chaque week-end. Même quand vous allez... La Côte d'Ivoire profonde a besoin de ses fils pour construire à l'intérieur. Et la cible est interne? Interne. Ouais. Voilà. Alors oui, voilà, on est en train de conclure l'émission. Hein. Petit point de vue sur ces différents sujets. Qu'est-ce que vous nous dites en 2 mots, vous qui faites la promotion de Jacquesville? Qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de beau, madame? On peut d'abord dire que Jacquesville a du potentiel. Donc, pour pouvoir voir tout ce que Jacquesville qui passe pas, non? Tout à fait. Monsieur le maire? Ouais. Alors, moi, je dirais que Jacquesville est effectivement une ville d'avenir. Il faut y investir. Et nous, notre rôle, on essaye plus ou moins de juguler le milieu, mais entre autres, tout ce qu'il y a à faire, on essaye plus ou moins d'être à la hauteur, de travailler, de faire en sorte que la vie à Jacquesville soit agréable. Merci en tout cas, chers invités, d'avoir participé à ce numéro de Made in Africa. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités. N'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, tant aux équipes d'Elephant Africa
pour la production qu'aux équipes de la RTI pour la réalisation. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur RTI 1. À très bientôt.